Donc, la présidence a jugé recevable la demande de la députée de Taschereau, leader adjointe de l'opposition officielle, de scinder. Alors, pourquoi c'est important de scinder? Parce qu'il y a deux parties qui sont très distinctes, donc la présidence l'a reconnu. Une partie qui va directement sur les questions des discours haineux et de la liberté d'expression et qui a suscité une controverse considérable depuis le dépôt du projet de loi, et une autre partie sur les mariages forcés, sur les crimes dits d'honneur, et sur la sécurité morale des étudiants, qui soulève des questions, mais enfin, qui est moins mise à mal et dont la pertinence est davantage reconnue par la plupart des intervenants. Et donc, de scinder ce projet, évidemment, c'est que nous, de l'opposition officielle, nous aimerions que le projet qui porte sur les mariages forcés et les autres aspects soit suffisamment amélioré pour qu'on puisse y consentir. Mais sur la première partie, on ne voit vraiment pas à l'heure actuelle comment on pourrait y consentir. Alors, sur des questions comme celle-là, Madame la Présidente, c'est important que l'Assemblée nationale parle de la façon la plus forte possible. Alors, c'est dans le but d'avoir une législation qui aurait l'appui de la majorité et de l'opposition officielle que nous offrons au gouvernement de scinder en deux son projet de façon à ce qu'une partie du projet puisse avoir un assentiment plus large. Je pense que c'est dans un esprit constructif. Sinon, dans les dispositions que nous avons en ce moment, nous serons contraints de voter contre le projet qui serait non scindé. Alors, pourquoi est-ce que la première partie sur les discours haineux est si difficile? Pourquoi est-ce que ça part d'une bonne intention, bien sûr, et le collègue tout à l'heure disait, bon, on n'aime pas ça, que des gens viennent faire des prêches, des discours qui sont discriminatoires, qui sont dérangeants, qui remettent en cause plusieurs de nos valeurs. C'est d'ailleurs une partie de l'argumentation de la CAQ. Mais en même temps, il y a la question de la liberté d'expression. Alors, où tracer la ligne? Moi, je n'ai pas vu de texte plus éclairant là-dessus que celui que nous a déposé Maître Julius Gray, bien connu au Québec comme étant le défenseur des libertés d'expression, le défenseur des accommodements raisonnables, le défenseur d'énormément de causes qui parfois sont sujets à controverse, et qui était quelqu'un qui était contre notre proposition de charte des valeurs, et Maître Julie Latour, ancienne bâtonnière de Montréal, qui, elle, était favorable à la charte des valeurs. Ils se sont mis ensemble. Ils disent, ben nous, là, qui étions des deux côtés d'un débat important sur l'identité et les valeurs québécoises, on est ensemble pour dire que ce projet de loi ne devrait pas exister. Et pourquoi disent-ils cela? Je vais les citer longuement parce que je ne pense pas qu'on puisse faire mieux que ce qu'ils ont indiqué. Alors, je les cite. Nous estimons que le projet de loi 59 générerait des entraves majeures et injustifiées à la liberté d'expression de tous les citoyens du Québec et à la liberté académique. Loin de favoriser le vivre ensemble et la cohésion sociale, nous croyons que les dispositions proposées risqueraient de créer un climat social de suspicion aux effets délétères. En cette époque d'austérité économique étatique, où d'importants programmes sociaux sont supprimés ou significativement réduits, l'idée que des deniers publics soient investis pour que la Commission des droits de la personne et de la jeunesse se dote d'une brigade d'effectifs pour recevoir des dénonciations anonymes avant même la supposée diffusion d'un discours, pour créer un comité des dénonciations et tenir une liste à jour sur son site Internet des coupables qui auraient fait l'objet d'une décision à leur encontre, nous apparaît totalement inconciliable avec les assises d'une société libre et démocratique et nous heurte profondément. Alors, les mots sont forts, mais ils s'appuient sur la proposition. Il continue, nous sommes également très inquiets de constater les atteintes potentielles à la liberté académique qui sont instaurées avec l'avènement d'un pouvoir unilatéral et non balisé pour le ministre de l'Éducation d'enquêter, c'est ce que dit la loi, le projet, enquêter sur tout comportement pouvant raisonnablement faire craindre pour la sécurité physique ou morale des élèves. Fin de citation. Alors que nous célébrons avec une fierté légitime les 50 ans de la Révolution tranquille, verrons-nous ressurgir l'index et la censure dans nos établissements scolaires afin de protéger une notion aussi floue et tendancieuse que celle de la sécurité morale des élèves. Nous sommes d'avis qu'il n'est pas souhaitable, ni autrement requis, au plan politique et juridique, d'introduire la prohibition de tenir ou diffuser un discours haineux ou incitant à la violence pour l'un des motifs visés à l'article 10 de la Charte en tant que principe juridique fondamental au sein de la Constitution matérielle du Québec. Cet enchâssement proposé ne répond à aucune nécessité juridique et n'est aucunement étayé au plan factuel. Et là,
ils introduisent une notion très importante. C'est comme si on était dans une autre zone temporelle que le reste du Canada sur le débat sur les discours haineux. Alors, il signale alors que le législateur fédéral a abrogé en juin 2013 l'article 13 de la Loi canadienne sur les droits de la personne relié au discours haineux. Nous estimons que le projet de loi 59 est présenté à contretemps dans un contexte où de telles dispositions et la façon dont les institutions canadiennes des droits de la personne traitent les plaintes anti-haine sont fortement remises en question à travers le pays. Alors, ce qu'il nous dit, c'est que l'état actuel de la législation fédérale et la façon dont les commissions des droits de la personne dans chacune des provinces traitent la question du discours haineux par rapport à la liberté d'expression est en redéfinition. Il y a des problèmes avec la façon dont on détaille les discours haineux par rapport à, il n'y a pas de problème sur les discours qui incitent à la violence ou qui appellent à la violence, où là, le consensus est total. Ils disent, bon, on est en train de se reposer la question, est-ce qu'on est allé trop loin? Alors, ils disent, en ce moment, on est en train d'aller dans le sens inverse de la discussion canadienne. Vous voulez intervenir, Madame la Présidente? Je vous remercie, Monsieur le député. Je vais demander aux membres de cette Assemblée si vous avez des discussions à avoir, peut-être de les avoir à l'extérieur, puisque la seule personne qui a la parole là, en ce moment, c'est Monsieur le député de Rosemont, puis on aimerait l'entendre. Alors, merci. Merci. D'ailleurs, je voudrais vous indiquer, pendant que je suis debout, qu'il vous reste un temps de parole d'à peu près 10 minutes. Oui, merci. Merci, Madame la Présidente. Je sais que certains de mes commentaires suscitent le débat. Et c'est sain, le débat. J'admets la liberté d'expression, mais chacun son tour. Chacun son tour. Alors donc, je citais ce document très éclairant de Maître Gray et Maître Latour. D'abord sur la liberté d'expression. La liberté d'expression est une source essentielle pour irriguer la démocratie. Chèrement acquise à travers l'histoire, elle peut être définie comme la liberté mère, car elle incarne la faculté pour chacun de formuler une idée et de s'exprimer librement, ce qui distingue l'être humain. Citation. La liberté d'expression, qui inclut la liberté de s'exprimer, de publier, d'informer, de manifester, de débattre, est absolument fondamentale dans toute société prétendant protéger les droits de l'homme. Sans liberté d'expression, il ne peut y avoir de liberté d'opinion. L'une et l'autre font partie des libertés de la pensée. Paradoxalement, la liberté d'expression est à la fois la plus célébrée et la plus honnie des libertés fondamentales, alors qu'on ne lui connaît aucun opposant au plan conceptuel. Voilà qu'elle doit constamment essuyer le feu nourri des critiques et des tentatives de l'éradiquer au quotidien. La situation semble toujours différente dans les cas qui soulèvent les passions. Dans l'affaire R contre Guignard en 2002, le juge Louis Lebel écrivait ce qui suit. Notre Cour attache une importance particulière à la liberté d'expression. Depuis l'entrée en vigueur de la Charte canadienne des droits, elle a souligné à maintes reprises l'importance sociétale de la liberté d'expression et sa position privilégiée dans le droit constitutionnel canadien. Cette liberté protège non seulement les opinions acceptées, mais aussi celles qui contestent et parfois dérangent. C'est ça l'idée. Les banalités n'ont pas besoin d'être défendues. C'est lorsqu'on dérange que la liberté d'expression prend tout son sens. Dans l'affaire Montréal contre Cabaret Sex Appeal, toutes ces questions de pornographie et d'érotisme qui nous ont occupés pendant les années 70-80, c'était des questions liées à la liberté d'expression. Vous me direz, expression corporelle, mais expression quand même. Alors, dans cette affaire, le juge Jean-Louis Baudin s'inscrivait en faux contre la rectitude politique déjà en 1994 et exprimait le fait, à l'instar de la juge McLaughlin dans l'affaire précitée, que ce ne sont pas les déclarations consensuelles ou doucereuses qui nécessitent la protection de la Charte, mais bien celles qui sont impopulaires et controversées. Alors, je cite le juge Baudouin, « Une société libre et démocratique comme la nôtre doit nécessairement faire preuve d'un haut degré de tolérance pour l'expression de pensées, d'opinions, d'attitudes ou d'actions qui non seulement ne font pas l'unanimité ou ne rallient pas les vues de la majorité des citoyens, mais encore peuvent être dérangeantes, choquantes ou même blessantes pour certaines personnes ou pour certains groupes. La liberté d'expression ne doit pas être couchée dans le lit de Procuste du political correctness. Ce n'est que dans l'hypothèse d'abus clairs et donc de danger pour le caractère libre et démocratique de la société qu'au nom de la protection de certaines valeurs fondamentales, alors non négociables, on peut imposer l'intervention légitime de la loi. Et c'est là toute la question. Quel est ce danger? À partir de quel moment on dit le danger est tellement grand que nous allons faire une limite raisonnable à la liberté d'expression? Et c'est là où est le débat en ce moment.
parce qu'il y a eu tout ce débat sur des discours haineux. Par exemple, au Canada, on a décidé pendant un certain temps qu'il était illégal de dire que l'Holocauste n'a jamais eu lieu. C'était illégal. On ne pouvait pas le dire publiquement. Ben, évidemment, l'Holocauste a déjà eu lieu. Évidemment, c'est une bêtise de dire qu'elle n'a pas eu lieu. Mais pourquoi est-ce que ça devrait être illégal de le dire? Pourquoi? Ben, c'est une grande question. Dans certains pays, comme la France, c'est illégal de le dire. Ben, il y a des gens qui disent, ben non, la meilleure façon de faire front contre des idées absurdes, c'est de leur opposer des idées non absurdes dans le débat public. Et qu'il y a un genre de contresens à l'interdiction de propos choquants, c'est qu'on en fait le fruit défendu. Et le fruit défendu est toujours plus tentant que le fruit qui est en distribution libre. Mais là, on peut dire, ce fruit est pourri. Il y en a d'autres qui sont meilleurs. Alors, c'est un peu la discussion, donc, qui est en cours en ce moment parmi les juristes canadiens, de dire, ben, écoutez, il faut bien tracer la ligne entre ce qui devrait être interdit et permis. Et cette ligne-là, justement, dans le rapport du juriste Richard Moon de 2013, qui a conduit à ce que la législation fédérale soit relaxée sur certaines de ces dispositions, il disait très clairement qu'il faut laisser au code criminel la responsabilité de s'attaquer à des propos qui, et c'est en anglais, « advocate, justifies or threatens violence », c'est-à-dire qui fait la promotion, qui justifie ou qui menace la violence. Alors, dès qu'on s'approche de la violence, donc il y a un danger qui est réel, et là, on peut intervenir pour interdire ou sanctionner le propos qui non seulement est désagréable, discriminatoire et haineux, mais qui est à l'orée, à l'aube de la violence elle-même. Alors, les juristes, sachant que ce débat a cours et sachant que la Commission des droits de la personne et de la jeunesse du Québec est bien au courant de l'état de ce débat, sont très surpris que la Commission recommande au gouvernement et que le gouvernement reprenne à son compte un déploiement législatif qui excède largement ce qui existe en ce moment ailleurs au Canada sur l'encadrement du discours haineux et qui va à contresens du débat canadien sur le discours haineux. Alors, ce sont des raisons qui motivent, nous, de l'opposition officielle, notre volonté de scinder les deux pour faire en sorte, nous l'espérons, que cette initiative mal avisée ne se traduise pas par une législation. Mais ce qui est intéressant, c'est que les juristes se disent, mais d'où vient la nécessité? Comment l'idée est venue à la Commission des droits de la personne et à la ministre de la Justice et au gouvernement de proposer ça? Alors, la Commission répond en disant que, déjà en décembre 2014, donc, proposait d'ajouter cette disposition, en affirmant, et là on cite la Commission, « La disposition proposée ne vise aucunement à limiter la liberté d'expression ni à empêcher l'expression de quelque critique que ce soit. » Pourquoi nier l'évidence? Plus loin, au sein de cette même lettre, la Commission ne cite qu'un seul exemple passé où elle n'a pas pu agir avec ses droits actuels et qui pourrait justifier de lui en donner de nouveaux. La Commission dit, par exemple, au milieu des années 90, elle n'a pas eu la capacité de traiter la plainte d'une personne dénonçant les gestes haineux de membres de groupes néo-nazis. Une fois. Pour le reste, elle ne s'appuie que sur des exemples hypothétiques. Où est donc l'objectif urgent et réel requérant de légiférer? S'il y avait, dans le cas de cette plainte, dont on ne connaît pas les détails, s'il y avait un danger pour la personne, c'est le 911 qu'il fallait appeler. Le 911. Ce n'est pas la Commission des droits de la personne. Si la personne se sentait intimidée par un groupe néo-nazi, il faut agir immédiatement. Alors, les juristes, Gray et Latour, disent, en définitive, on ne sait pas contre quel soi-disant péril les dispositions du projet de loi 59 veulent nous protéger, ce qui est en soi inquiétant quant aux assises de la législation qui risquent de faire boomerang. Alors, on le sait à quoi ça voulait s'attaquer. Ça voulait s'attaquer au processus de radicalisation en cours dans la société québécoise comme dans toutes les autres sociétés mondiales en ce moment, qui fait en sorte que de jeunes Québécois, de jeunes Montréalais, en l'espace de quelques mois, deviennent des djihadistes. C'est ça le problème. Alors, ce n'est pas un problème de discours haineux, c'est un problème de continuum
d'embrigadement, d'aliénation, de radicalisation et ensuite de passage à l'acte. Alors, de toute évidence, ces propositions-là ne satisfont pas l'objectif que nous avons de traiter correctement cette radicalisation-là. Ils créent plus de problèmes. Et en fait, un autre de leurs arguments, c'est de dire combien de plaintes anonymes aurons-nous sur le discours haineux, sur le blasphème? Et nous avons eu des imams qui sont venus nous dire, nous, on est d'accord parce qu'il y a des gens qui blasphèment, et donc, on va se mettre à déposer des plaintes contre le blasphème. Mais c'est pas ça l'idée, là. L'idée, c'est de dire, justement, aux jeunes Québécois, la liberté d'expression, elle est plus importante que ce que des leaders religieux peuvent vous en dire. Alors que là, on ouvre en fait le champ pour que des leaders religieux se mettent à se plaindre qu'il y a des gens qui font des blasphèmes. Alors c'est pourquoi je plaide pour la scission, pour faire en sorte d'éviter au gouvernement de devoir avoir l'opposition de l'opposition officielle sur l'ensemble du projet de loi. Il y a une partie du projet de loi qu'on peut sauver. Celui-là, il n'est pas sauvable. Il devrait être retiré. Merci, Madame la Présidente.